il va faire, on va fouiller. Parce qu'il veut se présenter comme un homme neuf. Je vous le dis, ce n'est pas un homme neuf. Il renie même le PDCI. Il était dans le gouvernement de Bédié en 1998. Lorsque Bédié a changé la constitution, lorsqu'il a changé les conditions d'éligibilité pour les corsets, il était dedans. Il est donc comptable de toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues après. Non, je n'étais pas là, donc je ne suis pas entaché par tout ce qui s'est passé. Il était là. Et je suis membre du gouvernement. Aucune loi ne passe si elle n'est pas discutée au gouvernement. Il n'a pas démissionné. À l'époque, il ne savait pas que ça allait le rattraper un jour. Les conditions de 1998 ont été corsées. Elles étaient même plus dures que celles de 2000. Le président Ouattara les a allégées davantage avec la modification de 2016. C'est pas toujours, je dis, il doit dire merci au président Ouattara. Pourquoi à l'époque il n'a pas démissionné? Il y avait Azito. Il était membre du gouvernement de Bédié lorsque toute la direction du ND a été arrêtée et mise en prison. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Et aujourd'hui, il veut se présenter comme un homme neuf. Non, j'ai rien à voir avec, j'étais pas là. La sorcière qui mange son enfant, là, elle peut oublier. Mais la femme qui a perdu son enfant, j'avais oublié. Il était dedans. Il est donc comptable. Il était dans le gouvernement du président Bédié. Lorsque le scandale des 18 milliards de l'Union européenne a été révélé, il était dedans. Et aujourd'hui, il veut se présenter comme un homme neuf. Ça avait choqué le monde entier. Pourquoi il n'a pas démissionné? Lui qui se présente comme M. propre. C'est le nom de Kikawe qui s'est gâté dedans. Comme qu'il arrête. Il arrête contemporain. Il arrête de se présenter comme un homme nouveau. Ce n'est pas un homme neuf. Il est comptable de tout ce que le pays a connu. Tant en prévarication qu'en crise. C'est trop facile. Parce que tu es en face de toi des jeunes qui ne savent pas, ou bien des vieux corrompus que tu as réussi à mettre dans ta poche. Tu vas vouloir te présenter comme un nouvel homme. On va rappeler tout ce qu'il a fait. De 1998 jusqu'à ce qu'il fut à la première rafale. Moi, je suis fils de militaire. Tous les enfants de militaires ont même grand-père. On se connaît tous. Lorsque le coup d'État éclate, quand il approche certains membres de la junte, c'est DG du corps autonome qu'il voulait. Il y en a qui sont vivants. Pour Max. Dieu sait ce qu'il avait fait au corps là-bas. Et il se présente comme un homme neuf. Sa forfaiture ne passera pas. Les gens qui sont amoureux transis de son profil, bon, je leur en veux pas, hein. C'est un jeu de séduction. Je ne fais aucune injure à nos mamans et sœurs qui sont ici. Mais parfois vous vous rendez compte que l'ange qui se présentait à vous est un véritable démon. Mais dans la phase de séduction, tout y passe. Et les bouquets de fleurs, les cadeaux, les invitations. À nos frères du PDC, je leur dis que les lendemains de fête risquent d'être très durs. Le réveil risque d'être brutal et violent. Les céphalées de la gueule de bois seront très douloureux. C'est en 1994 que pour la première fois a été introduite dans la Constitution. Les éléments ont été introduits dans la Constitution par le président Bédié, les éléments écartant de la course à la présidentielle ceux qui n'étaient pas de père et de mère ivoiriens. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro.
comme l'atteste mon acte de naissance, la déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara, née Cissé, et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père, Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Sendou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme, et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Sendou. Bien qu'étant chef à Sendou, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien que voici. Établi donc le 29 mars 1966 à 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Gbeleban, dans le département d'Oguéné. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Gbeleban, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Mon grand-père maternel est bien ivoirien, donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père.
Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne, alors que nous connaissons le code de la nationalité, est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. J'ai été accusé de faux sur mes cartes nationales d'identité de 82 et de 90. Les autorités politiques d'alors qui ont porté ces graves accusations ont ouvert même une information judiciaire à mon encontre. J'en ai souffert parce que je voyais là une attaque contre mon intégrité et mon honnêteté. Alors que j'ai bâti toute ma carrière précisément sur mon intégrité et mon honnêteté. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité, ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Marcory, au vu des pièces exigées. J'avais égaré cette carte. J'ai tout naturellement fait établir une autre carte d'identité. Donc voilà, on me dit, vous avez une carte de 82 qui dit ceci, une carte de 90 qui dit cela. De la pure machination. Et la même chose pour mon acte de mariage. Que certaines personnes, sur instruction de qui je ne pourrais vous le dire, sont allées retirer du tribunal à Philadelphie. Ils ont mis du blanco sur certaines parties, qu'ils ont photocopié et que des avocats sont venus présenter à la télévision nationale comme étant l'original de mon acte de mariage. Et bien sûr, les médias d'État ont été utilisés, instrumentalisés pour dire que ceci était cela, rien que des mensonges. Ils savent bien, ceux qui le font, que je suis ivoirien, et ils savent bien que je suis ivoirien à titre exclusif, et ils savent bien que juridiquement, je ne me suis jamais prévalu d'une autre nationalité. Je parlerai maintenant de mon cursus scolaire et ma carrière. J'ai commencé l'école primaire à Dimokro et ensuite, j'ai suivi mon père à Saint-Doux. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine. La question que se posent souvent les personnes sceptiques est la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la haute volta? La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Ainsi, ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe, ou dans un établissement scolaire, des personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas.
Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCEAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays. C'est à Dakar, dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Houphouët-Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCEAO, poste normalement dévolu au Burkina Faso. Le président Houphouët avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara eut accédé au pouvoir à Haute-Volta, il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé, ce qui a été fait. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO, un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Et c'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un passeport diplomatique de la Haute-Volta, jamais je n'ai travaillé dans la fonction publique burkinabé, jamais je n'ai travaillé dans le secteur privé en Haute-Volta. Et cela peut être vérifié pour quelqu'un qu'on traite de burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984 à 1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Houphouët-Boigny, que j'étais allé voir à sa résidence à Masran en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, le président Houphouët m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois les fonctions de gouverneur de la BCEAO, poste réservé à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué par le fait que j'ai été vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Loin de moi toute idée de polémique, mais il sait mieux que quiconque que la BCEAO est une institution sous-régionale qui appartient à 8 États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. Je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCEAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son ressortissant? Le président Blaise Compaoré l'a précisé dans une correspondance que j'ai versée dans mon dossier de candidature au présidentiel d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Deuxième République. De plus, il y a un autre fait qui me paraît important. Parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kansu, qui en était le directeur général à cette période,
a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, et non pas le chef d'État burkinabé. Et pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas? Bref, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a donc utilisé des arguments fallacieux pour me barrer la route. De la course à l'élection présidentielle d'abord, des élections législatives ensuite. Parmi les principales raisons avancées par cette institution, il y avait que la carte d'identité de mon père était datée de 52, je viens de la présenter, elle est datée donc de 63, que l'acte d'individualité de ma mère ne serait pas signé. Là encore, je verse au dossier l'acte d'individualité de ma mère, daté donc du 13 janvier 2000, et vous verrez bel et bien que l'acte d'individualité est signé. Tout ce que je viens de vous présenter ce matin montre bien qu'il ne s'agit pas d'un problème juridique. Il s'agit purement et simplement d'un problème politique. Je voudrais maintenant parler de la Constitution. L'article 35 de la Constitution a été conçu dans le seul but de m'éliminer de la course à l'élection présidentielle. Ainsi donc, notre Constitution, la loi fondamentale, n'est pas impersonnelle. Pourtant, on nous a répété à l'envi qu'une Constitution ne peut être révisée pour un homme, comme si telle était notre revendication, qu'il nous est loisible aussi de rétorquer qu'une Constitution ne peut pas être faite contre un individu. Autant, elle ne peut pas être faite contre un individu en qui se reconnaissent des millions d'Ivoiriens. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. De ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Diane qui est ici. Et si aujourd'hui nous tenons à ce que le futur président soit ivoirien 100%, c'est parce que nous ne voulons pas que dans ce cafouillage-là, un étranger soit président pour ouvrir notre pays à tout le monde. Faire en sorte que nous devenions des étrangers chez nous. Un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. Le respect des principes républicains conduit à prendre en compte le code électoral qui est une loi de l'État, votée par les représentants de la nation, en l'occurrence les députés, à une forte majorité. Un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. Mais je voudrais vraiment dire se faire injure à l'État ivoirien, à la nation ivoirienne et au gouvernement ivoirien que d'affirmer qu'une loi ait été prise visant un individu, fût-il aussi compétent. Un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. Mais qu'est-ce qu'il a à se reprocher ou qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? La loi affirme que pour être président de la République, il faut être ivoirien. Ça fait des mois qu'en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Mais qu'est-ce qu'il a à se reprocher ou qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n'est pas digne de notre pays. Un peu français, un peu ivoirien, un peu danois, un peu finlandais, non. On ne peut pas être un peu de tout. On est ou on n'est pas. On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n'est pas digne de notre pays. Ils ne remplissent pas les conditions énoncées par notre code électoral, mais le Conseil constitutionnel fera son devoir et rejettera donc ces candidatures. En clair, nous notons que M. Thiam reconnaît qu'il a déposé ses dossiers pour être élu président du PDCSDA en tant que Français.
et sur cette promesse devant la direction par intérim et le comité électoral qu'il ferait le nécessaire pour renoncer à sa nationalité à qui il souhaite conforme au texte. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Moi, je suis PDCI, hein. Mon sang ici est vert, ici c'est blanc. Je suis PDCI RDA, mais je suis quelqu'un de rigoureux. Très bien. Et je dis que les membres du comité électoral, M. Kopli Boni, M. Kakou Gervais, ils me connaissent tous. Ils ont failli, dangereusement failli, parce qu'ils n'ont pas été rigoureux. Ils ont trompé les militants du PDCI RDA. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas le papier. Ils n'avaient vu aucun dossier de M. Thiam, mais ils ont dit, ils ont rassuré les militants. Outillé, quand même, expérimenté. Mais ce que je dis, il est expérimenté, il dit qu'il n'a aucun problème d'éligibilité. Et le président lui-même, il fait une conférence pour faire un aveu. C'est lui-même qui a fait l'aveu. Tant que c'était dans le secret, personne ne pouvait dire, on était dans le doute, on était dans les rumeurs. Mais lui-même, il fait un aveu pour dire, je suis allé déposer mon dossier avec à sa droite M. Maître Blessy. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Après le président Bédié, pourquoi êtes-vous allé sur le marché international chercher M. Thiam? Moi, personnellement, je ne suis pas allé sur le marché international. Parce que moi, je dis, consommons ivoirien. Voilà. Moi, c'est ce que je dis, ma rigueur, c'est pareil pour tous. Les tests du parti, je les ai devant moi. On dit, pour être PDC, il faut être militaire actif. Pour être président, il faut être militaire actif. Très bien, Madame Yapo. Si vous aviez un dernier mot, votre parcours avec vous se termine maintenant. Si vous aviez un dernier mot, que diriez-vous? Ah ben, je dis que, bon, je maintiens ma position. Je ne reconnais pas les décisions du Conseil de discipline, que je dénonce depuis toujours. Je suis membre du bureau politique jusqu'à bon, ce que le Congrès m'exclue officiellement. Très bien. Voilà. Et je demande toujours au président Tidjane Thiam de se mettre à côté. Pour qu'on ait un congrès ordinaire pour toiletter les tests. Chères militantes et militants du PDCI RDA, frères et sœurs ivoiriens, mes chers compagnons de lutte. Depuis plus d'1 an, je demande la tenue d'un bureau politique. Non pas pour satisfaire une ambition personnelle, mais parce que notre parti, le PDCI RDA, traverse une étape décisive de son histoire. Une étape qui mérite que l'on s'écoute, que l'on se parle et que l'on respecte nos textes et nos valeurs. Aujourd'hui, je constate avec regret que l'ambiance autour de ce bureau politique est devenue délétère. Des appels à l'intimidation, des attaques personnelles, des tensions qui n'ont rien à voir avec l'esprit du dialogue et du rassemblement qui ont toujours fait la force du PDCI. Et puis, il y a un fait symbolique fort. Le président du parti, M. Tidjane Thiam lui-même, n'est pas présent à ce bureau politique. Je respecte son choix, mais cette absence confirme que nous ne sommes pas dans les conditions d'un dialogue vrai, apaisé, loyal. Il ne peut y avoir de débat constructif quand le dialogue est remplacé par le silence d'en haut et le tumulte en bas. Alors je vous parle, non pas en homme en colère, mais en militant lucide et profondément attaché à l'unité de notre grande famille politique. Je rappelle ici, avec calme, mais avec fermeté, notre parti n'a pas tenu de congrès depuis plus de 10 ans. C'est une entorse grave à nos statuts. C'est une blessure pour notre démocratie interne. Et c'est aussi un danger pour l'avenir.
Nous ne pourrons pas construire la paix et la victoire sur la peur et les raccourcis. Nous avons besoin de vérité. Nous avons besoin de courage et nous avons besoin de respecter les règles que nous nous sommes données ensemble. Je ne suis pas l'ennemi de mon parti. Je ne suis pas l'adversaire de qui que ce soit. Je suis le fils d'un parti que j'aime profondément et pour lequel je me battrai toujours avec dignité. Aujourd'hui, je choisis de ne pas me rendre physiquement au bureau politique. Mais je ne me tais pas. Je prends la parole avec respect et conviction pour vous dire que l'avenir du PDCI ne se construira pas sans la base. La convention que nous attendons doit être précédée d'un congrès légitime. Pas pour bloquer, mais pour que chacun se sente entendu, représenté. En clair, nous notons que M. Thiam reconnaît qu'il a déposé ses dossiers pour être élu président du PDCI-RDA en tant que Français. Et sur une seule promesse devant la direction par intérim et le comité électoral qu'il ferait le nécessaire pour renoncer à sa nationalité à qui il souhaite conforme au texte. Sauf que, 13 mois après avoir fait cette promesse, qui n'est rien d'autre qu'un deal entre ses interlocuteurs d'alors, rien n'a été fait jusqu'à cette date du 7 février où il vient d'entamer seulement les procédures. À l'analyse, le président actuel du PDCI a été élu et dirige notre parti en qualité de citoyen français jusqu'à présent. Secondo, même les proches collaborateurs du président du PDCI-RDA semblent ignorer son deal avec les 16 dirigeants intérimaires, d'où leurs sorties respectives qui ont trompé toute l'opinion et tous les militants du PDCI-RDA. Tertio, le président du PDCI et le comité électoral du congrès extraordinaire de 2023 ont dupé les congressistes. En effet, si les congressistes avaient l'information que M. Thiam ne remplissait pas toutes les conditions d'éligibilité pour prétendre à la compétition pour la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, il est certain que cela aurait changé l'issue du congrès de 2023. Il n'aurait pas pris le risque de porter à la tête du PDCI-RDA un citoyen français de droit, sachant que la coutume voudrait que le président du parti soit désigné son candidat naturel en griffe à la convention pour l'élection présidentielle. Le Congrès n'aurait jamais endossé cette résolution indiquant que le président élu, Tidjane Thiam, est son candidat naturel en griffe pour la présidentielle de 2025. Considérant, dès lors que le Congrès a été organisé dans la duperie et le dol des militants, considérant que les militants congressistes ont été floués, considérant que la direction par intérim du parti et le comité électoral du Congrès ont dangereusement failli, considérant que la posture de M. Tidjane Thiam est de nature à hypothéquer les chances de participation du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2025, vu les délais qui requièrent l'étude de son dossier de renonciation de sa nationalité française et sa réintégration en sa souveraineté ivoirienne, eu égard de la forfaiture commise qui saute aux yeux de tous les militants, nous, militants et membres du bureau politique du PDCI, au nom de nombreux camarades qui dénoncent cette forfaiture dans la gestion actuelle du parti, exigeons la démission pure et simple de M. Tidjane Thiam à la tête de la présidence du PDCI. Pas pisser encore. On n'a pas attendu. Je vais pisser encore.
exigeons la démission pure et simple de M. Tidiane Thiam de la présidence du PDCI-RDA. Réclamons l'organisation diligente d'un bureau politique pour en tirer les conséquences. Exigeons l'organisation d'un nouveau congrès dans les meilleurs délais, un congrès ordinaire. Demandons l'organisation diligente, après le congrès ordinaire, d'une convention pour désigner le candidat du parti pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, un candidat exclusivement ivoirien. Déclarons incompétents pour agir les organes mis en place par le président du PDCI-RDA, issu du congrès du 23 décembre 2023. Interpellons le ministère de l'Intérieur pour mettre de l'ordre dans le PDCI-RDA. Portons plainte contre M. Tidiane Thiam pour tromperie sur sa nationalité, pour corruption morale, violation des textes du PDCI-RDA et duperie envers les congressistes qui l'ont élu. Portons plainte contre la direction par intérim d'alors du PDCI, le collège des vice-présidents d'alors, le comité électoral pour corruption morale, le président honoraire pour complicité portant atteinte à l'honorabilité du parti. Portons plainte pour l'annulation pure et simple du congrès électif de décembre 2023 et de tous les actes. Parce que ce congrès est frappé d'irrégularité sur la base des aveux faits par M. Tidiane Thiam lui-même, président illégalement élu du PDCI-RDA. Invitons les militants et les militantes à se mobiliser massivement autour des médias communs pour rester dans le navire, pour mener le navire PDCI dans des lendemains plus sereins. Fin Abidjan, le 19 février 2025. J'aimerais faire une précision. Cette conférence était en préparation le lendemain de la déclaration du président Tidiane Thiam. Et peut-être que dans la préparation, certaines personnes les ont informés. Parce que j'ai reçu ma minute avec l'huissier le 12 février pour m'exclure du PDCI de façon temporaire. Mais je vous dis qu'il est illégal. Donc je ne reconnais pas le conseil de discipline. Je suis membre du bureau politique et selon l'article du règlement intérieur, l'article 55, les membres du bureau politique sont élus à un congrès ordinaire. Et moi, Yapo Valérie, j'ai été élu au congrès de 2013, au 12e congrès ordinaire. Et c'est un congrès ordinaire qui peut m'exclure du PDCI-RDA. Bravo! Comme exclu, c'est pourquoi je suis en PDCI aujourd'hui. Je ne suis pas exclu, je ne reconnais pas cette décision d'un président illégal. Merci, est illégal. Merci. Son conseil de discipline est illégal. Son secrétariat exécutif est illégal. C'est la nomination d'un président est illégal. Parce que les autres représentants, tout ce qu'il a fait comme acte, rien n'est dans notre statut de règlement intérieur. Qui a été pris, ce statut-là date de 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous comprenez? Dans nos statuts, tous les actes qu'il a posés n'existent pas. Voilà. Je me considère comme membre du bureau politique, élu au Congrès. Devant Henri Conan Bédier. Voilà. Donc je suis membre du bureau politique, je parle en tant que membre du bureau politique. Et je me mets au défi de m'interdire de rentrer pour faire une réunion du bureau politique. Je me considère comme membre du bureau politique. Et c'est un congrès qui peut exclure. C'est surprenant même de voir ça quand on parle de l'exclusion. Les gens pensent que ça cause de l'exclusion. Non, pas du tout. Quand j'ai reçu la minute, j'ai ri.
Parce que je ne me considère pas comme exclu du PDCI. Les gens m'ont dit, mais je suis membre du bureau politique. Je reste membre du bureau politique. Voilà, c'est tout. C'est la première fois de l'histoire du PDCI qui aura 79 ans. Le 9 avril, qu'on n'exclut personne. Depuis le fond, on n'a jamais exclu une personne pour quelque chose qui... On ne sait même pas. Voilà, pour les propos, parce que j'ai eu trop vite raison en décembre 2023. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a sanctionné en fait. J'ai eu trop vite raison. Je roule avec tous les barons du PDCI. Je suis proche de tous les barons. Ça fait 30 ans que je milite. Je milite depuis 1990. J'étais en classe de seconde. Quand j'ai pris ma première carte moi-même. Donc je connais tous les barons du PDCI. Je mangeais avec la Bédié. Tout le monde sait que j'étais sa filleule politique. Je mangeais avec Henri Bédié. Je mangeais avec sa femme. Henri Bédié, mon témoin de mariage, sa épouse, mon témoin de mariage. Je connais tous les barons, je suis proche de tous les barons du PDCI. Ceux qui sont dans la vérité et ceux qui ne sont pas dans la vérité. Ils me connaissent tous. J'ai fait 11 ans membre du secrétariat exécutif. Je les connais tous. Je suis proche de Bikawi. Je suis proche de Bio. Je suis proche de... La seule personne, ça va vous surprendre, donc je ne suis pas proche de Zidane Sam. Parce que je ne l'ai jamais vu depuis 23 ans. Parce qu'il n'a jamais participé à une réunion devant moi. Depuis 30 ans. Et regardez-moi bien. Je ne sais pas qui peut me manipuler. J'ai fait la maca. J'avais le caso d'être manipulé. Des propositions m'ont été faites, mais je suis resté parce que j'aime le PDCI-RDA. Et ce que je fais, c'est parce que j'aime le PDCI-RDA. Mais je vous dis, mais je connais même le Premier ministre Mambé, il était membre du secrétariat. N'est-ce pas? Oui. Je les connais tous, même ceux qui sont au pouvoir. Je connais Patrick Kachi, on est dans la même région. Je les connais tous au PDCI. Emou Sylvestre, Abi Raoul, Owoja, Jean-Marc Yassé. Je les connais tous. Donc ils me manipulent d'après vous. Est-ce que vous comprenez? On était à une belle conférence pour dénoncer ce coup d'État imbécile comme il appelait lui-même. On était à une conférence sur le hôtel quand Robert est venu nous mettre le pistolet sur la tempe. Quand on est sorti, on nous a envoyé dans un sous-sol. Il devait nous abattre. Et moi, j'ai participé à ça. Lequel des dirigeants sur moi du PDCI a participé à ça? Donc je pense que je peux diriger le parti un jour. Parce que j'ai le courage. En 2020, encore, pire que ça, ils descendent chez le président Bédié. Des policiers ou des gendarmes, je me dis, c'est ça qui est tout noir, je ne savais pas si c'était des gendarmes, des politiques. Et je me suis mis devant la porte du président Bédié, personne ne monte. Je vais Gikawe, Seribi, Bassi Kofi, Essoumo et Christine. Il y en avait plein d'autres. Et je dis, si vous devez abattre le président Bédié, vous allez m'abattre d'abord. Vous pensez une personne qui va diriger le parti? Et puis cela, j'ai fait 3 semaines à la maca, à dormir sur un matelas par terre. Et aujourd'hui, les gens veulent tuer le PDCI-RDA, je ne peux pas accepter. S'il y a un poste, Un des pères fondateurs de l'ivoirité confirme que ce concept signifie bien la préférence nationale. Bédié arrive, il dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ça, c'était son premier discours. Ensuite, il donne la notion d'ivoirité. Mais quand il annonce pour la première fois en 1995, il ne spécifie pas véritablement ce contenu. Alors, les Ivoiriens disent, bon, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est aux Ivoiriens. Houphouët était le président des Africains, Bédié devient le président des Ivoiriens. Au départ, le concept de pureté identitaire est créé par une élite politique en quête de légitimité. C'était déjà le cas au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Le véritable enjeu est toujours la conquête ou la préservation du pouvoir, même au mépris de toute rigueur. Pour l'éliminer, c'est le même PDCI qui a dit hier qu'il était ivoirien, c'est le même PDCI qui vient dire qu'il n'est plus ivoirien. C'est ça. Après le 24 décembre, les militaires arrivent, ils disent, mais Alassane est ivoirien.
qui a dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est un Ivoirien. Il est de telle région, tu sais, etc. On n'a jamais douté de sa nationalité. Ce qui règle un problème. Il était poursuivi à l'époque, il y avait une procédure contre lui, tout ça. Non Dieu, tout ça on annule. Et puis, à la veille des conditions d'éligibilité, on ressort encore le même dossier. On dit qu'il n'est pas ivoirien. En effet, les militaires au pouvoir depuis le putsch du 24 décembre 1999 ont changé d'avis car le général Guéhi a décidé de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2000. Ainsi, pour la seconde fois, le pouvoir en place utilise l'argument de l'ivoirité pour éliminer un concurrent politique. Les représentations dominantes en Côte d'Ivoire découpent et classent les habitants de ce pays en 3 catégories. Chacune de ces catégories est perçue comme un bloc homogène. Il y a ceux qui se dénomment eux-mêmes Ivoiriens à 100%, puis les Ivoiriens de circonstance dont l'ivoirité est considérée comme douteuse, et enfin, les étrangers. Cette répartition est basée sur le patronyme. Lorsqu'on vous dit un nom en Côte d'Ivoire, on sait à peu près d'où vous venez. Et donc le harcèlement va partir d'Alassane pour s'étendre à toute une communauté originaire du Nord, ayant des patronymes précis. Et donc, contrôle d'identité dans la rue, vous vous appelez Ouattara, Koulibaly, Touré, Konaté, n'importe, prouvez que vous êtes Ivoirien. Ou des fois, des policiers zélés déchirent carrément la pièce d'identité. Non, non, vous n'êtes pas Ivoirien, vous ne pouvez pas le prouver. Aujourd'hui, les gens n'admettent pas, par le patronyme, ils n'admettent pas qu'on soit Ivoirien. Pour eux, être Ivoirien, pour beaucoup être Ivoirien, c'est de porter un nom de la région là et tout et tout. Ils ne peuvent pas admettre que quelqu'un qui a un patronyme ou qui a des parents qui sont d'origine étrangère soit Ivoirien. Et là, c'est très grave. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Mes parents sont ivoiriens d'origine. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirien d'origine. Mes parents sont nés à Cassandra, en Côte d'Ivoire. Et je suis ivoirien. Mes parents sont nés à Grand Bassi, mais ils sont de Côte d'Ivoire toujours. On l'aura compris, tous ces gens sont nés en Côte d'Ivoire. Leurs parents sont également nés en Côte d'Ivoire, et ils sont tous de nationalité ivoirienne. Pourtant, sur la seule base de leur patronyme, certains d'entre eux vont être considérés comme purs, authentiques, à 100%, tandis que les autres seront rejetés dans la catégorie des Ivoiriens, prétendument douteux, appelés aussi Ivoiriens de circonstance. Les Ivoiriens de circonstance, ce sont des personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire, qui sont de nationalité ivoirienne, qui ont une carte d'identité ivoirienne. Voilà, tout à fait. On a diabolisé donc une partie des Ivoiriens eux-mêmes. Et là, on ne parle plus des étrangers tels quels, qui se définissent eux-mêmes comme étrangers. Voilà, c'est des Ivoiriens, mais de circonstance, qui ont un autre point de chute. La nuance va se préciser, on va passer imperceptiblement d'Ivoiriens de circonstance à étrangers. Et c'est l'amalgame alors qui est dangereux. Tout à fait. Tout à fait. Parce que vous avez les mêmes patronymes au Mali, en Guinée, au Burkina, alors on vous dit, il faut prouver que vous êtes Ivoirien. En usant du seul patronyme, les élites ethnistes ont réussi à diviser la population ivoirienne en catégories artificiellement séparées. Ces catégories constituent de véritables cases mentales. Elles n'ont pourtant aucune base légale. Au niveau de la loi, les choses sont très claires. À la nationalité ivoirienne ou est ivoirien, celui qui a au moins un parent ivoirien, ou bien qui prend la nationalité ivoirienne, ou bien la femme qui prend la nationalité ivoirienne par voie de mariage. Pourtant, une confusion est volontairement entretenue entre deux notions, l'origine et la nationalité. Et quelqu'un qui a une carte d'identité d'ivoirien, mais qui n'est pas né en Côte d'Ivoire, comment vous l'appelez celui-là? Non, mais c'est vous qui avez envoyé le mot. Il a eu la nationalité, mais ça ne veut pas dire qu'il est ivoirien. Comment une telle confusion a-t-elle pu atteindre tant d'Ivoiriens? Pierre Kipré, qui est historien de la même région que Gbagbo, fait une conférence de presse où il va axer son intervention sur l'idée d'Ivoirien de souche multiséculaire. De souche multiséculaire, en disant, moi je suis Ivoirien, si on casse la baraque, je ne saurais pas où aller. C'était à quelle époque?
fin avril, ça doit être le 26 avril 90. Dès l'année 90, on va introduire le concept d'Ivoirien de souche multiséculaire. Multiséculaire, prononcé par Pierre Kipré, historien, à l'École normale supérieure, qui deviendra ministre de Bédié dès que Bédié sera président. C'est la récompense là. Ivoirien de souche multiséculaire. Entre parenthèses, il faut dire qu'il y a tellement de mélange dans ce pays qu'un autre chercheur avait rédigé une thèse durant laquelle il avait interrogé des gens d'un certain âge, dont le père de Pierre Kipré. Qui lui avait dit à l'époque que pour des raisons de sécurité ou quoi, il n'a pas voulu que Kipré aille au Libéria, d'où est originaire sa mère. C'est le père qui parle. Alors, on le confond littéralement dans un journal disant, mais l'Ivoirien de souche multiséculaire est de mère libérienne. C'est quand même bizarre. Bon, bref, ça veut dire quoi? Il y a toute une mauvaise foi qui se met en place, où on se dit, les étrangers. Et là, on commence à viser Alassane sans le nommer. Le concept de pureté identitaire est bien lié aux stratégies de pouvoir, comme nous l'explique cet étudiant. Concernant le coup, il y a un fait qu'il faut remarquer dans la politique ivoirienne. C'est que quand tu t'appelles Ouedraogo Aruna et que tu fais la paix du parti au pouvoir, tu es considéré comme un Ivoirien multiséculaire. La preuve en est que les ministres, il y a 3 ministres actuellement qui se trouvent dans le gouvernement qu'on dit que leur nationalité est un peu douteuse. Mais aujourd'hui, ils sont Ivoiriens multiséculaires. Mais dès qu'ils vont faire un pas pour aller vers l'opposition, vers le RDR principalement, ils seront considérés comme des Ivoiriens et des Burkinabés, des étrangers. C'est là on va décortiquer. La politique, ça commence à me taper sur les nerfs. Et les gens manipulent la population. Sous quelle forme? Les politiciens manipulent la population pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire arriver au pouvoir. Par intérêt ou par stratégie, des intellectuels et des hommes politiques ont répandu dans la société ivoirienne l'idée qu'il y a des Ivoiriens purs, d'origine multiséculaire, et que les autres polluent cette identité. Dès lors, faire le tri apparaît comme une nécessité. Mais n'y a-t-il donc pas de mariage interethnique en Côte d'Ivoire? Partout. Mais je ne sais pas s'il en existe un jour une famille où on n'a pas un mariage avec un étranger. Ça, c'est le problème. Voilà, je ne sais pas s'il en existe. Comme partout, la pureté est donc un fantasme. La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays, y compris les nôtres, est le résultat de multiples brassages. Si on remonte à quelques générations, nous avons tous des parents venus d'ailleurs. Petit à petit, l'ivoirité est traduite dans la loi. Ce n'est pas sans conséquence. Du temps de Bédié, ce concept a été essentiellement manipulé par les intellectuels et tous les idéologues proches du clan Bédié, mais on n'avait pas eu le sentiment que ça avait atteint la large masse. Avec le général Robert Gueye, c'est-à-dire donc après le coup d'État du 24 décembre 99, et précisément en février, au moment de l'élaboration de la nouvelle constitution, qu'il y a eu véritablement effervescence autour de ce concept et qu'on s'est rendu compte que l'ivoirité avait atteint les larges masses. Avant même qu'on ne rédige la constitution, certains membres de la société civile sont réunis pour dire non seulement le président doit être un président ivoirien de naissance, né de parents et même ivoirien de naissance, mais il faut que son épouse soit même ivoirienne et ivoirienne de naissance. Et c'est dans cette atmosphère-là que nous avons fait la Constitution. Ce n'est pas tout. 2 positions s'affrontent. Selon la première, pour être candidat, il faut être ivoirien de naissance, mais aussi être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Selon la seconde, un peu moins exigeante, il faut être ivoirien de naissance, mais il suffit d'être de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Moi, je me rappelle bien, quand j'ai présidé la sous-commission Constitution, quand j'ai dit, il faut être ivoirien d'origine, né de père ou de mère, mais dès que j'ai dit, j'ai mis le mot « ou »,
C'était impossible, la salle a explosé pratiquement. C'est donc le « et » qui a prévalu. L'ivoirité est devenue un concept partagé par une large partie des Ivoiriens, ceux qui se disent Ivoiriens à 100%, de souche multiséculaire. Mais une autre condition d'éligibilité a été imposée. Il faut ne jamais s'être prévalu d'une autre nationalité. Il s'agissait d'éliminer quelqu'un, qui est tout connu. Oui. Seulement, ils ont oublié que dans ces dispositions, il y avait beaucoup d'articles qui étaient capables d'éliminer d'autres. Effectivement, certains auteurs du texte ont été emportés eux-mêmes par ces dispositions qui laissaient à la Cour suprême une grande marge d'interprétation. Mais l'objectif premier de cet arsenal juridique, fait sur mesure, est atteint. Considérant que les requérants tirent de ce qui précède la conséquence que son père et sa mère n'étant pas ivoiriens, Alassane Ouattara lui-même ne peut être ivoirien. Et voilà, le tour de passe-passe est joué. Même les édifices religieux ne sont pas épargnés. Les assaillants, c'était des jeunes, mais pas du quartier. Et on a même assisté à un moment donné à des scènes de complicité entre la police et les assaillants. Parce que quand on entend un élément de la police dit aux assaillants que attendez qu'on parte et si vous voulez mettre le feu à la mosquée, vous y mettrez le feu. Les gens ont commencé à parler d'ivoirité, excusez-moi du terme, mais c'est un concept bâtard. Ivoirité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous demanderez à la plupart des Ivoiriens aujourd'hui, ne faut pas vous expliquer ce que c'est que l'ivoirité. Moi je pense qu'on récolte ce qu'on a sémé. Parce que entendre les autorités politiques qui sont censées être une représentation qualitative du peuple dire qu'une frange de la population n'est pas ivoirienne, je pense que c'est anormal. J'ai peur parce qu'aujourd'hui il y a des zones où être militant du RDR est synonyme d'étranger et les gens ils sont prêts à casser du RDR, ils le disent souvent eux-mêmes. Les Djoula, on va vous tuer un à un dans ce pays. Quand la police m'a pris, les civils me frappaient avec des bois. Ils me lançaient des coups de poing, ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nuit sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sac, prendre comme on appelle un matras, mettre dans le sac d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Est-ce que ça c'est notre problème? Hein? Imbécile là, ton là, imbécile, écarte ton là. Il écarte mes jambes, il met le sable dans mon sac, on prend le matras, on met dans mon sac, on me tape dans le sac. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirienne, mais je suis Djoula. Et à votre avis, c'est pour ça qu'on vous en veut? Oui, parce que je suis Djoula. Avant, on ne faisait pas de trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire ouais, telle personne ivoirienne, telle personne est Djoula, telle personne est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Bago que tout se passe en Côte d'Ivoire. Et mais je dis que ça continue toujours. Et en Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gouro, on était la même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, on avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Pour être honnête avec vous, que c'est dur, même difficile. Et parce que si rien n'est fait, nous côtoyons chaque jour des drames. Il y a un risque certain de rwandisation de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une partition des Ivoiriens entre les Ivoiriens dits authentiques et les Ivoiriens de nationalité douteuse qu'il faut éliminer physiquement, qu'il faut tuer. Quelle comparaison avec d'autres situations historiques en Afrique
ou en Europe récente? Écoutez, moi je penserais peut-être au début de l'Allemagne nazie. Voilà, c'est une communauté de juifs, pouvoir économique. On dit clairement, les Dula ont le pouvoir économique, il ne faut surtout pas leur donner le pouvoir politique. Voilà, ça commence comme ça, mais il y a très rapidement des dérapages.